Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le préfet, bienvenue. Je souhaite tout d'abord préciser que je remplace en tant que vice-président à la présidence Noël Mamère, qui préside cette commission, mais qui est empêché aujourd'hui. Donc vous êtes entouré de franciliens. Monsieur le préfet, vous avez été chargé le 9 décembre 2014 par Monsieur Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, d'une mission d'expertise relative à la formation des préfets et sous-préfets en matière d'une part de maintien de l'ordre public et d'autre part d'animation du renseignement territorial. Vos travaux entrent parfaitement dans le champ d'investigation de notre commission d'enquête, constituée le 3 décembre 2014, après les événements de Sivens, et chargée de faire des propositions pour améliorer les modalités du maintien de l'ordre républicain. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande, avant que vous présentiez quelques propos, de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le rapporteur. Non, monsieur le préfet, si vous voulez commencer par un propos liminaire, nous vous écoutons. Et puis ensuite, je vous poserai quelques questions et les commissaires présents, sans doute d'autres questions. Il faut appuyer sur le micro, monsieur le préfet. La liberté de manifester est un droit absolu qu'il est nécessaire et essentiel de préserver. Tout citoyen a le droit d'exprimer son opinion et de contester dans le cadre prévu par les lois de la République. Toutefois, le Code de la sécurité intérieure permet la dispersion de l'attroupement et il fait obligation à l'autorité publique de mettre fin aux troubles éventuels. Le ministre de l'Intérieur m'a confié une mission particulière sur les conditions dans lesquelles la formation des membres du corps préfectoral, préfets et sous-préfets, pourrait être améliorée pour conduire les opérations d'ordre public qu'ils sont appelés à diriger, en prenant en compte les nouveaux types de risques auxquels ils sont exposés et y réagir efficacement. Pour mener à bien cette mission, je me suis notamment appuyé sur les compétences d'un groupe de travail restreint associant des représentants du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'État, de l'Inspection générale de la gendarmerie, de l'Inspection générale de la police nationale, de la Direction générale de la police nationale et de la Direction générale de la gendarmerie nationale, de la Direction des ressources humaines, du corps préfectoral. J'ai également mené une centaine d'entretiens auprès des directeurs des administrations centrales du ministère, de responsables de centres publics de formation de représentants de l'autorité judiciaire, de préfets et de sous-préfets. Pour cette dernière catégorie, j'ai questionné 58 préfets, dont l'ensemble des 13 préfets nommés pour la première fois en 2014, ainsi que tous les préfets des zones métropolitaines. Le maintien de l'ordre constitue une fonction régalienne de l'État. Il relève exclusivement du ministre de l'Intérieur. Il est placé par la loi sous la responsabilité du préfet du département. Il s'inscrit dans le cadre du régime des libertés publiques et se caractérise par un encadrement rigoureux de l'emploi de la force. Le préfet, dans son département, est le dépositaire de l'autorité de l'État. Le préfet a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations. Toutes les situations à risque peuvent, à un moment ou à un autre, dégénérer. Par conséquent, le préfet, qui est le premier échelon de la réponse de l'État, doit pleinement s'engager dans le domaine de l'ordre public, de l'animation, de la coordination, du renseignement à l'échelon territorial. Cet engagement lui permet de connaître, d'anticiper, de prendre des décisions claires et efficaces, d'assurer pleinement ses responsabilités. Cette professionnalisation passe par 4 axes prioritaires. L'amélioration des formations, l'implication personnelle des préfets sur le champ de l'ordre public, de la sécurité, de l'animation, de la coordination du renseignement territorial,
la plus grande articulation du préfet avec l'autorité judiciaire, la mise en place d'un appui méthodologique national dédié qui prend la forme de la création d'une cellule de conseil d'analyse en matière d'ordre et de sécurité publique auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Aucun préfet ne peut faire l'impasse sur la compétence de l'ordre public, dans la mesure où elle exige une prise de responsabilité personnelle et constitue l'un des vrais marqueurs du métier. La gestion de l'ordre public comporte une dimension psychologique incontournable. L'exercice du maintien de l'ordre n'est pas une science exacte. La vocation première du maintien de l'ordre est de permettre l'exercice des libertés publiques et le droit de manifester son opinion en toute sécurité. Notre modèle, basé sur l'acceptation d'une démocratie de rue, se caractérise par l'acceptation d'un certain degré de désordre public dans le cadre de l'expression de la contestation sous le contrôle des forces de sécurité. Mais cette liberté de manifester implique que les manifestants eux-mêmes respectent la loi et renoncent à l'exercice de la violence. La liberté de manifestation s'inscrit donc dans un cadre juridique précis qui soumet les organisateurs à une obligation de déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Cette dernière peut prendre des mesures restreignant cette liberté de manifester, allant même jusqu'à l'interdiction en cas de risque important établi de troubles à l'ordre public. Cette mesure doit rester exceptionnelle. Le maintien de l'ordre républicain a donc pour objet de prévenir les troubles, afin de n'avoir pas à les réprimer. Il comporte des mesures préventives avant tout, et si l'ordre public est troublé, des mesures destinées à le rétablir de manière proportionnée. Les forces de l'ordre ne sont autorisées à faire usage de la force aux manifestants que dans certaines circonstances exceptionnelles. Cet usage est soumis à des conditions de nécessité et de proportionnalité. Le respect de ces principes, le souci d'apaisement face aux foules qu'elles doivent protéger, guide l'action de nos forces de sécurité. Le maintien de l'ordre relève de l'autorité civile, responsable de la préparation et de la mise en œuvre des mesures adaptées. Les préfets et les sous-préfets font partie au premier chef des autorités civiles responsables de l'emploi de la force pour la dispersion des attroupements. L'autorité civile, sur place ou son mandataire, permet d'évaluer en temps réel le dispositif et sa pertinence. L'exercice du droit de manifester en toute sécurité nécessite la connaissance du corpus juridique et un contrôle de l'action menée sur le terrain. Les forces de l'ordre, ainsi que l'autorité civile représentant l'État sur le terrain, doivent bénéficier d'un parcours de formation adapté tant au plan juridique que sur le plan opérationnel. Dans ce sens, le 3 mars dernier, j'ai remis à M. le ministre de l'Intérieur un rapport portant sur la formation des membres du corps préfectoral dans ce domaine. Sur la base des recommandations du rapport, un parcours de formation adapté aux différentes étapes de carrière a été mis en place. La formation des sous-préfets et directeurs de cabinet est renforcée dès la prise de poste, tandis que les préfets nouvellement nommés bénéficient d'un cycle de consolidation de leurs compétences au plan juridique et opérationnel. Les services du ministère de l'Intérieur, de l'École nationale supérieure de police, les centres de formation de l'ordre public, comme les unités spécialisées de la police et de la gendarmerie, seront sollicités à cette fin. Les retours d'expérience seront systématisés et partagés. Dans le même esprit, le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur et l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice organiseront régulièrement des séminaires dédiés à ces matières. Ces formations initiales ou continues feront une place particulière à la qualité du renseignement territorial pour mieux anticiper la physionomie des manifestations, favoriser le dialogue avec les organisateurs, prévenir les incidents et assurer ainsi, dans les meilleures conditions possibles, la sécurité des participants, la protection du public et la préservation des biens. Ces mesures participent de la démarche engagée par notre ministre depuis plusieurs mois pour mieux prendre en compte les exigences du maintien de l'ordre en assurant à tous le droit inaliénable à l'expression. Concrètement, pour vous donner une illustration, le parcours de formation des nouveaux préfets s'articule autour des phases suivantes. Une immersion de 48 heures auprès des préfets de zone expérimentés avant sa prise de poste. C'est déjà expérimenté auprès des préfets de Rennes, de Lyon et de Bordeaux. La participation à un retour d'expérience sur un événement de public majeur avec le préfet concerné et à l'issue de la diffusion de l'ensemble du corps préfectoral d'une fiche réflexe. Un retour d'expérience a été effectué à Nice la semaine dernière. La participation à une session de formation spécifique organisée par l'École nationale supérieure de police portant sur les enjeux et la régulation de l'ordre public. La première session va se tenir
fin du mois d'avril à Lyon. La participation également à un séminaire mixte, préfet-procureur de la République, portant sur la judiciarisation de l'ordre public. Ce séminaire se déroulera le 30 juin à l'Institut national. De plus, d'autres immersions sont prévues dans les centres de formation des unités spécialisées de la police et de la gendarmerie. La première aura lieu le 19 et 20 mai prochain. Des séminaires thématiques relatifs au renseignement territorial et au renseignement intérieur sont organisés en juillet et en septembre par le CHENI. Concernant les sous-préfets, assurant la fonction de directeur de cabinet, leur formation fait l'objet d'une refonte totale. Elle passe de 2,5 jours à 3 semaines, 1 semaine théorique, 2 semaines en immersion dans les forces de police et les forces de la gendarmerie. La mission de la cellule de conseil et d'analyse en la matière d'ordre et de sécurité publique auprès du secrétariat général du ministère de l'Intérieur consiste notamment à suivre la mise en œuvre de toutes ces opérations. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, plusieurs questions. D'abord sur la formation du corps préfectoral, en considérant que ce qui nous intéresse particulièrement dans votre parcours, c'est que vous avez été des deux côtés. Donc vous avez sans doute des choses particulièrement intéressantes en termes de vécu à nous faire partager. Premièrement, sur la question du contrôle des opérations de maintien de l'ordre par les autorités civiles, qui est dans notre pays la règle, vous l'avez rappelé, ce qui n'est pas forcément d'évidence dans d'autres pays. Nous sommes allés en Allemagne, mais nous avons aussi regardé ce qui pouvait se passer dans d'autres démocraties, ce qu'on appelle juridiquement les pays de common law, où il y a une autonomie bien plus grande de la police ou des forces de l'ordre pour mettre en œuvre ces opérations. Donc, je voulais savoir si le travail que vous avez effectué et l'expérience personnelle qui est la vôtre démontrent et attestent d'une part que ce principe est non seulement accepté, mais qu'il est aussi assumé. Et enfin, la manière dont il a évolué et dont il pourra encore évoluer. Je m'explique. Il y a par exemple eu disparition du système des réquisitions écrites. Nous avons, à travers les travaux menés dans cette commission depuis plusieurs mois, eu le sentiment qu'il n'y avait pas de demande de revenir en arrière, d'une part parce que le fait qu'il n'y ait plus de réquisition écrite assurait une certaine fluidité dans le déroulement des manœuvres, mais également parce que les nouveaux moyens de communication assuraient aux autorités en charge de mettre en œuvre le maintien de l'ordre une traçabilité des instructions qui leur étaient données par le pouvoir civil, l'autorité civile. Est-ce que vous pouvez, sur ce sujet, donner votre sentiment ? Je voudrais aussi savoir, toujours sur cette question de la formation du corps préfectoral, si le corps préfectoral est demandeur de ce type de formation, ou bien s'il y est plus réticent ou réservé. Autre aspect sur lequel je souhaiterais vous interroger, c'est la question du renseignement territorial. D'aucuns estiment que l'intégration de ce qu'étaient les renseignements généraux au sein de ce qui est devenu la DCRI a entraîné une perte de savoir-faire et un éloignement du terrain et une moindre remontée des informations au niveau préfectoral. Je parle dans la période où cette organisation a existé, puisqu'elle a été modifiée avec la mise en place de la DGSI. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Et au-delà des mesures qui ont été récemment annoncées par le ministre, faut-il aller plus loin dans le renforcement qui sont alloués au renseignement territorial ? Je parle là naturellement du renseignement territorial au sens où il contribue en amont à l'organisation des opérations de maintien de l'ordre. On va s'en tenir à ce sujet-là. Une autre commission traite d'autres sujets, je pense en particulier à la question du terrorisme. Enfin, et là j'ai bien conscience de
dépasser le cadre de votre mission, mais je m'adresse à votre expérience. La question de l'articulation entre les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, c'est-à-dire les compagnies républicaines de sécurité et les gendarmes mobiles, et des forces qui sont parfois amenées à remplir des missions de maintien de l'ordre alors qu'elles n'y sont pas spécialisées, forces de sécurité publique, sécurité urbaine, gendarmerie territoriale, on a parfois le sentiment que les difficultés interviennent ou le non-respect d'un certain nombre de protocoles de mise en œuvre, d'usage de moyens de force interviennent quand ce sont des unités non spécialisées qui sont réquisitionnées. Comment portez-vous une appréciation sur ces questions et sur la formation des unités qui ne sont pas spécialisées mais qui sont appelées à exercer des missions de maintien de l'ordre? Et enfin, nous avons été aussi confrontés, et dans notre réflexion, il y a la problématique de l'interpellation dans les manifestations. Les unités qui exercent la mission de maintien de l'ordre nous disent « c'est pas notre travail », voire ça complique notre manœuvre. Le préfet de police nous dit maintenant on a des dispositifs mixtes avec des personnels qui sont spécifiquement dédiés à l'interpellation aux abords de la manifestation pour tous ceux qui commettraient des voies de fait, destruction de mobilier urbain, violence dans la manifestation, perturbant y compris les manifestants pacifiques qui viennent là simplement pour exprimer une opinion comme la Constitution leur en confère le droit. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le bon système d'essayer de généraliser la présence de forces qui sont spécialement dédiées à cette problématique d'interpellation aux abords de la manifestation, sachant que nos concitoyens, quand ils voient des uniformes, ne font pas la différence et comprennent parfois mal que des unités de CRS ou de gendarmerie mobile dont ce n'est pas le métier, qui ne sont pas équipés pour, qui ne vont pas pouvoir faire une procédure pendant qu'ils sont en train d'agir dans le cadre de la manifestation. Donc, voilà un petit peu, vous voyez, ces questions d'articulation à la fois entre les forces spécialisées, les forces non spécialisées et des unités qui ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre, mais qui sont là, le cas échéant, pour interpeller des gens qui s'écartent du respect de la loi. Ça fait une série assez large, et je pense qu'après, mes collègues commissaires en auront d'autres, mais on a un peu de temps, puisque nos travaux doivent se terminer vers 10 heures. Monsieur le préfet. Sur l'autorité civile, la question de la répartition des rôles entre le préfet et le commandant opérationnel est centrale. Les opérations se déroulent bien lorsque chacun reste à sa place. C'est-à-dire que le système français fonctionne sous cette forme et il faut le maintenir. Le préfet définit les objectifs, les effets à produire sur le terrain. Il s'appuie sur le responsable des forces qui choisit les moyens. Le préfet ne s'immisce pas dans la manœuvre opérationnelle. L'autorité civile, c'est-à-dire le préfet ou la personne mandatée par lui-même, décide à quel moment il peut être fait usage de la force. C'est l'autorité civile qui apprécie l'opportunité de l'usage de la force. Et c'est le commandant de la force publique qui la met en œuvre. Les rôles sont bien établis. L'ordre public est un métier. Il faut le laisser au responsable, au commandant de la force publique. Et le préfet, lui, doit rester dans son rôle. Si vous voulez, au cours de cette formation des préfets et des sous-préfets, nous appuyons beaucoup sur ce point. Sur l'évolution des réquisitions. Les réquisitions ne sont pas nécessaires lorsque la préparation
a été faite dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que là encore, on revient aussi au renseignement, c'est-à-dire que le préfet doit connaître et il doit anticiper. Et pour connaître et anticiper, il a besoin de différentes sources de renseignement. Le renseignement, le service du renseignement territorial, éventuellement le service du renseignement intérieur, l'analyse de la partie opérationnelle et des sources propres au préfet, qui peuvent être les organisateurs, des secrétaires généraux de différents syndicats. Et avec l'évolution des moyens technologiques, la réquisition n'est pas nécessaire. Je pense même que le positionnement du préfet ou de l'autorité civile n'est pas peut-être obligatoirement sur place, mais lorsque la vidéoprotection forme un bon maillage et les moyens de retransmission de l'hélicoptère, le fait que le préfet soit à la salle de commandement lui permet d'évaluer en permanence son dispositif, réévaluer ses instructions en direct. Alors, ça peut être dans la salle de commande de la police nationale ou dans la salle de commandement de la gendarmerie. À partir de ce moment-là, on a suffisamment de traçabilité pour les réquisitions. Sur la formation, vous demandiez, monsieur le rapporteur, la formation en matière d'ordre public et de renseignement, comment c'est perçu par les préfets? C'est demandé par les préfets. Les préfets sont conscients que nous avons un défi de sécurité très important sous différentes formes. Alors, on a, sur ce qui nous intéresse là, sur la contestation, donc il y a des analyses qui sont faites, et quand on parlait tout à l'heure de retour d'expérience, nous allons à Rennes, à Nantes, le 2 et 3 avril, parce que nous allons travailler avec le préfet de région et le préfet de zone et des préfets volontaires, puisque c'est eux qui ont été volontaires pour ce travail, sur les dispositifs, l'analyse de cette nouvelle méthode de contestation. Parce que, comme vous l'avez si justement dit, monsieur le rapporteur, nous avons les manifestants pacifiques et nous avons les casseurs. Et nos préfets se rendent bien compte de l'évolution de ce qui est nécessaire en termes de maintien de l'ordre. Vous savez qu'il y a un groupe de travail sur cette partie, sur les doctrines d'emploi, sur le renseignement territorial. Le renseignement territorial a été, si vous voulez, remis en place. Nous avons besoin du renseignement territorial local, régional, zonal. Comme le faisaient les renseignements généraux, leur travail est vaste. Mais il y a une partie sociale très importante à travailler. Et le préfet a besoin de ces retours et d'une analyse permanente. Et c'est pour ça que je dis au corps préfectoral, le préfet doit entretenir des relations personnelles avec ses chefs de service de renseignement. Ce n'est pas la veille d'une manifestation qu'on commence à tisser des liens. Il faut avoir des liens de confiance. Et c'est ce qui se fait actuellement. Le service du renseignement territorial, à la fois composé de policiers et de gendarmes, fonctionne. Nous avons de très bons retours, ce qui nous permet de mieux analyser les situations. Et en termes de maintien de l'ordre, c'est nécessaire. Sur l'articulation des forces spécialisées et les forces locales. Je vous parlais tout à l'instant des manifestants pacifiques et des casseurs.
Les manifestants pacifiques, on a plus besoin des unités mobiles, GM ou CRS, qui sont, si vous voulez, peut-être moins souples d'emploi. Et quand je dis emploi, ça veut dire que c'est très difficile pour eux de pouvoir, par rapport à leurs moyens de protection, courir après des individus qui quittent la manifestation pour aller casser des vitrines à quelques centaines de mètres. Donc, en 2009, lorsque j'étais directeur de cabinet à la préfecture de police, nous avons fait évoluer notre dispositif. C'est-à-dire que nous avons des unités mobiles et nous avons mis en place des unités de la DOPC qui étaient à la fois composées de policiers en tenue, mais plus dans la plus grande possibilité de se déplacer rapidement, des policiers en civil. Et ensuite, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une unité judiciaire dédiée. Pourquoi j'appuie sur ce domaine? C'est que les interpellations, il y a beaucoup d'interpellations qui sont faites. La notification des droits doit être faite immédiatement. Dans mon travail de formation et d'expertise, j'ai rencontré de nombreux procureurs qui m'ont bien expliqué comment ça fonctionnait. Et je l'ai vu moi-même dans mes différents postes. Interpellation, si on prend l'interpellé, qu'on l'emmène au commissariat, il y a une perte de temps, on n'est plus dans les temps pour la notification des droits et les poursuites, il n'y en a pas. Donc ça, il est très important d'avoir une petite unité judiciaire dédiée qui est là, sur le terrain, et qui notifie immédiatement les droits. Il y a aussi ce gros travail qui peut être fait par la suite avec les moyens de vidéo, enregistrement, où on peut, pour éviter quelquefois certains troubles, ne pas pratiquer l'interpellation immédiatement, mais faire un travail d'enquête sous l'autorité du procureur et aller récupérer des fauteurs de troubles parfaitement identifiés dans d'autres conditions d'interpellation. Donc ça, c'est pour vous préciser qu'il y a une complémentarité entre les forces de l'ordre spécialisées, donc GM, CRS, et des forces locales. Alors à Paris, la DOPC est une unité spécialisée, on peut la considérer par sa formation. En province, nous avons déjà des expériences. Nous avons une expérience à Toulouse, où sous l'autorité du préfet, le DSP, ils ont appelé ça une unité de marche, est constituée, avec des policiers de la compagnie d'intervention, qui sont là en tenue pour faire des interventions. Alors souvent, en dehors de l'itinéraire prévu de la manifestation, c'est-à-dire quand ça se déporte dans le centre-ville, où là, on a affaire à des gens qui sont là pour causer des dégâts et non pas manifester. On a des gens civils également pour faire des interpellations. On a les gens du renseignement territorial qui sont là pour filmer au maximum toutes les scènes. Et, je vous l'ai dit, et je reviens immédiatement également, la petite unité judiciaire. Donc, chacun a sa formation, chacun a sa feuille de route. Donc, dans les départements, de la formation est donnée aux policiers des services territoriaux, que ce soit au niveau zonal ou au niveau départemental. Et je pense que cette évolution est nécessaire par rapport aux nouveaux risques que nous avons pour que les manifestations puissent se dérouler dans les meilleurs possibles, mais surtout qu'on puisse réagir par rapport à ceux qui ne sont pas venus là pour manifester, mais qui sont venus là pour provoquer des dégâts. Vous parliez du non-respect des protocoles, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas noté de non-respect des protocoles. Ce sont le maintien de l'ordre, c'est un métier. Alors, vous avez ceux qui font ça en permanence, qui sont les GM et les CRS, et vous avez ceux
que nous sommes, ou à la DOPC, qui sont déjà formés, mais que nous sommes en train de former. C'est pour ça qu'on appelle ça, dans les départements, des compagnies de sécurisation et d'intervention, c'est-à-dire qu'on leur fait faire aussi bien, lorsqu'ils ne sont pas engagés en maintien de l'ordre, de la sécurisation, mais il y a une formation très forte qui est faite sur ces nouveaux concepts de maintien de l'ordre. L'interpellation, je vous l'ai dit, monsieur le rapporteur, les interpellations, c'est pour ça que nous avons besoin de judiciariser le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il est important que dans la préparation des gros événements, le procureur soit mis dans la boucle le plus tôt possible. Je dirais même qu'une préparation et une réunion préparatoire préfet, procureur et forces de l'ordre, qui considèrent à la fois les unités d'intervention, le renseignement, et éventuellement aussi, si on a des organisateurs déclarés, un travail avec les organisateurs. Notre problème, c'est que nous avons de plus en plus de manifestations non déclarées, et donc il est très difficile quelquefois d'établir un lien avec des organisateurs. Mais il faut rechercher ce lien. Voilà pour les forces spéciales, les forces spécialisées et les forces locales. Voilà, monsieur le rapporteur, les réponses que je peux apporter à vos demandes. Il y avait effectivement les réponses à toutes les questions que j'ai posées, peut-être un peu moins sur le renseignement territorial dans sa réforme. Mais enfin bon, on y reviendra le cas échéant. Oui, non, ma question était, est-ce que la disparition des renseignements généraux, pour faire clair, et l'étape qui a conduit à ce qu'ensuite il y ait d'abord des CRI, puis des GSI, puis un regain d'intérêt de l'autorité politique pour redévelopper le renseignement territorial, où en est-on par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaibli donc, pour un préfet, par exemple, qui est confronté à une demande de manifestation ou à pas de demande, est-ce qu'on a affaibli et tari sa source d'information? Oui, non, comment et comment on peut faire? En tout cas, on voit bien que maintenant, il y a à la fois les manifestations traditionnelles déclarées qui finalement appellent relativement peu de difficultés, mais il y a aussi toutes les manifestations spontanées, j'allais dire gentiment spontanées, quand c'est un rassemblement pour boire un verre ensemble sur la voie publique envoyé par Facebook ou quelque chose comme ça, mais aussi spontanées dans des conditions qui ne veulent pas que du bien à la sécurité publique et aux institutions de la République. Monsieur le rapporteur, la dissolution des renseignements généraux remplacés par les SDIG à l'époque a posé un problème. Problème parce que une partie des fonctionnaires des renseignements généraux sont partis à la DGSI, une autre partie sont restés à la sécurité publique, et le renseignement c'est un métier, comme je vous le disais tout à l'heure, le maintien de l'ordre c'est un métier, le renseignement aussi. Donc il a fallu reformer des fonctionnaires. C'est vrai qu'il a été difficile pour un préfet, ne serait-ce que, et je parle quand j'étais DIRCAB à l'APP, d'évaluer une manifestation nationale, combien de manifestants venant des départements. Bon. Nous en avions évoqué la difficulté. Hein, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, avait bien saisi nos difficultés, et donc du SDIG, nous sommes repassés au RCRT, un service qui est à l'intérieur de la Direction centrale de la sécurité publique, mais qui a véritablement repris les structures et l'organisation d'un service de renseignement. D'ailleurs, si vous voulez, le directeur central adjoint qui est chargé du renseignement territorial est un pur produit renseignements généraux PP. Son adjoint également. Donc on a repris le renseignement.
Et je vous le disais tout à l'heure, on se rend compte actuellement que nous avons de très bons retours, une analyse, et ce qui nous permet aussi de doser l'utilisation des unités mobiles. Parce que sans le retour du renseignement, on ne peut pas doser le nombre d'unités mobiles qu'il faut pour couvrir un événement. Donc ça, c'est un effet positif que nous commençons à ressentir. La DGSI est sur son volet, et un volet très important actuellement, et là, on s'aperçoit, que je vous en parlais tout à l'heure, le rôle du préfet dans un département est très important sur l'animation et la coordination du renseignement à l'échelon territorial. Il y a le problème d'ordre public, mais il y a d'autres problèmes comme la prévention de la radicalisation, la lutte contre le djihadisme, et le préfet doit veiller à la complémentarité de ces deux services de renseignement sur son département. Donc, la période difficile est passée, je pense. Nous le voyons, et par rapport aux notes d'ambiance que nous font à la fois sur les quartiers difficiles, le renseignement territorial, il y a une grande valeur maintenant qui nous permet de travailler en amont. Hein. Donc, je crois qu'il faut continuer à bien orchestrer. Et je pense que ça doit partir du niveau départemental avant tout, pour remonter à la centrale, comme ça se faisait avant avec les renseignements généraux. Il y avait la remontée verticale et la remontée horizontale. Et l'horizontale, ça veut dire que c'était le préfet. Bien, merci. J'ai des demandes d'intervention, de questions de Madame Buffet et de Monsieur Goujon. Madame Buffet. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Préfet. Vous avez dit en introduction que le maintien de l'ordre n'était pas une science exacte, d'où l'importance de la chaîne de commandement. Nous avons, lors des auditions, notamment de la part de commandants des forces opérationnelles, eu des remarques sur parfois l'ambiguïté des consignes données par l'autorité civile. Alors vous avez répondu tout à l'heure à Monsieur le rapporteur que vous ne souhaitiez pas revenir aux réquisitions écrites, mais dans la formation que vous donnez aujourd'hui à l'autorité civile, cette question de la clarté des consignes vient-elle ? Deuxièmement, vous avez souligné que la présence de l'autorité civile n'était pas parfois nécessaire sur le terrain lui-même, mais qu'elle pouvait être plus utile dans les lieux de commandement, parce que nous avions eu dans certaines auditions vraiment une insistance sur le fait qu'il fallait absolument que le préfet ou son représentant soit au milieu des forces opérationnelles pour donner les consignes. Bon, moi, j'avais un peu un doute sur le partage du travail après, parce que les forces opérationnelles ont un métier que n'a pas toujours le sous-préfet ou le préfet. Donc, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça. Deuxièmement, vous avez abordé la question des casseurs. Ma préoccupation, bon, les casseurs, on connaît ça depuis quelques décennies. Ma préoccupation est plus sur de nouveaux groupes de manifestants, parfois qui viennent de l'étranger, qui se regroupent sur des causes et qui se mêlent à des manifestants pacifistes, démocratiques, etc. On l'a vu dans la dernière période. Quels sont les moyens de mieux cerner qui sont ces groupes, leur importance, leur comportement, et comment agir pour que ces groupes ne mettent pas en cause les manifestations pacifiques. Alors, sont venues des propositions, je voudrais avoir votre avis sur ces propositions, rendre obligatoire la concertation préalable. Mais j'ai un doute, puisque souvent ces groupes, on a du mal à trouver leur organisateur. Peut-on penser à une interdiction de manifestation, un peu comme l'interdiction de stade qui a montré une certaine efficacité, hein, puisque ça a quand même permis de pacifier un certain nombre d'enceintes sportives. Hein. Et quel progrès on pourrait effectuer dans le rapport entre l'autorité civile et les organisateurs des manifestations démocratiques, c'est-à-dire sur le problème de ces groupes, c'est-à-dire comment on pourrait organiser un travail plus mis en commun de l'expérience à la fois des autorités,
civils et opérationnels et des services d'accueil et de sécurité des organisations pacifiques. Merci. Madame la députée, bon, sur la chaîne de commandement, nous demandons, et le ministre a demandé dans cette formation, de bien mettre en place une formation qui renforce cette chaîne de commandement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun doit rester à sa place. Le préfet n'est pas là pour diriger opérationnellement la manœuvre. Hein. La clarté des consignes, elle est, si vous voulez, à la fois dans les réunions préparatoires que doit présider le préfet, et ensuite, pendant l'événement, où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs positions, ou sur place, ou son mandataire, parce que le préfet a son rôle dans le public, mais il y a un côté politique à ne jamais négliger dans une manifestation. Et ça, c'est le rôle du préfet d'analyser en permanence par rapport à l'évolution de ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que je pense que le rapprochement opérationnel, c'est-à-dire au moment de ces événements, est nécessaire. Je crois qu'il est très difficile, et ça on le voit de moins en moins, à un préfet de rester enfermé dans son bureau et ne faire que de la liaison téléphonique. Vu la façon et les nouvelles technologies, c'est dépassé. Le préfet doit être très réactif. Et pour être réactif, il doit être au cœur de l'événement. Voilà. Alors c'est pour ça qu'en agglomération, nous l'avons fait à Rennes, nous l'avons fait à Nantes, nous l'avons fait à Toulouse et on le fait en permanence à Paris. Le préfet, par l'ensemble de la vidéoprotection, est véritablement informé en direct. Vous voyez ? Et il faut aussi voir qu'il ne perturbe pas, comme ça se faisait avant, par des coups de fil en permanence, le DDSP ou le collège de gendarmerie pour lui demander des nouvelles, parce qu'il les voit. Bon. Et il a besoin, en permanence, de réévaluer ses instructions, si c'est nécessaire. Donc, la chaîne de commandement en zone urbaine ne pose pas de problème. Il est plus difficile en zone rurale, hein, parce que nous n'avons pas les moyens techniques. Et là, il est nécessaire qu'une autorité civile soit sur place pour faire le lien. Cette autorité civile, on ne lui demande pas de diriger les troupes. On lui demande de faire le lien avec le préfet en permanence. Et le lien avec des organisateurs, s'il y a des organisateurs. Cette autorité civile a un rôle de contrôle et un rôle politique. Et c'est pour ça qu'elle est nécessaire. C'est suivant l'endroit et le type de manifestation qu'il faut que l'autorité civile soit présente ou dans un autre lieu. Mais ce qui est important, c'est que cette autorité civile doit être au cœur de l'événement. Les casseurs, nouveau groupe. Bon, là encore, on revient, Madame la députée, au renseignement. Le renseignement intérieur, évidemment, a des liens avec ses collègues européens. Et vous le savez très bien en matière de sport, hein, c'était le foot, c'était nécessaire, mais actuellement, ces groupes qui partent d'un pays à l'autre ou d'une ville à l'autre dans notre département font l'objet d'un suivi des services de renseignement. Et ça nous permet de mieux prendre en compte et de mieux préparer et d'avoir, si vous voulez, un dispositif à la mesure par rapport aux visiteurs que nous attendons. Donc ce côté-là, nous cernons de mieux en mieux leur comportement, parce que, et là on revient à la fois aux interpellations
et à tout ce que le travail de vidéo qui est fait à la fois par la vidéoprotection ou les services de renseignement, ou même les services d'intervention qui, on leur demande de filmer le plus possible leurs interventions. Tout ce travail nous permet de mieux identifier et de mieux suivre le comportement. L'interdiction, alors, rend obligatoire la concertation. Je peux vous dire que c'est plus facile quand on a de la concertation. Même quand c'est quelquefois difficile de se mettre d'accord sur un itinéraire, sur tout ça, mais le fait déjà de se rencontrer permet d'établir un dialogue permanent pendant tous les événements. Et là, à la fois, l'autorité civile et le renseignement a son rôle. Et ce n'est pas aux responsables de la force publique d'entretenir ce relationnel particulier. Donc là, c'est ce qui est déployé, à la fois le côté préfectoral et le côté renseignement, pour maintenir ce contact. Mais il y a des moments où nous n'avons pas d'organisateur. Et là, se pose la question de l'évaluation de la menace, l'évaluation des risques. Là encore, on revient au renseignement, sous toutes ses formes, et éventuellement, si les risques sont établis, comme je vous le disais tout à l'heure, le préfet peut interdire la manifestation. Alors, on ne peut pas interdire sur tout, vous savez comment c'est sur certains secteurs, mais je crois que la concertation, il faut trouver un moyen pour établir cette concertation. L'interdiction de manifester, vous savez, dans la précédente fonction, Madame la ministre, que ces interdictions de stade ont été bénéfiques. Nous avons quand même ramené le calme dans pas mal d'endroits par rapport à ces interdictions. Et mon avis personnel, c'est qu'on adopterait le même système pour des individus qui sont reconnus comme des casseurs de participer, aiderait certainement les forces de l'ordre. Le rapport autorité civile organisateur, je vous en ai parlé, il est primordial, mais il ne peut pas être établi à chaque fois. Voilà. Donc ce rapport, déjà, si vous voulez, il se cultive. On le fait, c'est pas uniquement le jour de la manifestation, et je reviens au travail du préfet, en dehors du problème de l'ordre public ou de l'événement, il doit connaître ses interlocuteurs, et c'est un travail à long terme, mais qui est bénéfique lorsque les événements se déclenchent. Voilà, Madame la députée, les réponses que je peux vous fournir. Merci. Monsieur Goujon. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Préfet, vous avez occupé beaucoup de fonctions, accompli beaucoup de missions au sein du ministère de l'Intérieur, donc ça nous permet effectivement d'élargir le cadre de nos questions. Et beaucoup de questions ont été posées, donc je serai assez rapide, évidemment. Tout d'abord, en matière de formation, puisque c'est la mission qui vous est partie aujourd'hui, je voudrais savoir exactement à quel niveau de personnel cette formation a lieu, préfet, sous-préfet, administrateur, enfin bref. Et est-ce que vous pensez qu'elle devrait être élargie à d'autres personnels administratifs, même peut-être, je pose la question à des magistrats, puisque les magistrats ont un rôle aussi à jouer dans le maintien de l'ordre, notamment pour leur action judiciaire et en aval. Et je ne sais pas si cette formation les concerne. Est-ce qu'en dehors de la formation qui est la vôtre, vous pensez qu'une formation peut-être plus structurelle doit être faite au niveau du cursus scolaire, enfin du cursus de formation des personnels administratifs ou dans les écoles qui les forment? Deuxièmement, vous avez évoqué une sorte de dichotomie, d'une certaine façon quand même, entre Paris et la province.
par rapport à l'organisation et à la mise en place du maintien de l'ordre. Vous avez été des deux côtés, si je peux dire. Est-ce qu'il y a un module spécifique pour ce qui concerne la formation pour le maintien de l'ordre à Paris, d'une part, et est-ce que et des différences, parce qu'il y a des différences aussi en matière même d'emploi de certaines techniques. Par exemple, les camions à eau qui sont employés en province mais qui ne le sont pas à Paris, où vous avez parlé de la vidéoprotection qui est utilisée à plein à Paris, d'ailleurs, avant même le plan 1000 caméras. Les quelques caméras qui existaient sur la publique servaient essentiellement en dehors de la circulation, maintien de l'ordre. Et qui, à Paris, bénéficie de cette formation? Quels sont les personnels préfectoraux ou autres qui, parmi les responsables parisiens, bénéficient de cette formation en matière d'autorité civile, bien sûr? Ça, c'est la première partie de question sur la formation. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que les instructions qui sont données par l'autorité civile aux forces spécialisées sont suffisamment précises, claires, adaptées, adéquates, ou est-ce qu'il devrait y avoir un cadre plus précis, voire plus rigide? Encore, il faut beaucoup de souplesse dans ce domaine pour améliorer le déroulement du maintien de l'ordre. Enfin, une question un peu périphérique qui concerne c'est un papier, mais je ne retrouve plus, c'est pas grave, qui concerne la loi sur le renseignement. Les violences collectives qui peuvent troubler la paix publique sont inscrites au rang des motifs qui peuvent permettre l'emploi de moyens de renseignement spécialisés. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et notamment, je pense qu'il s'agit plutôt de comme les zadistes ou des choses comme ça, plutôt que les manifestations pacifiques, bien sûr. Est-ce que vous pensez que, puisque vous avez beaucoup parlé du renseignement et le rapporteur aussi, que ces moyens spécialisés sont adéquats, peuvent être employés, doivent être employés pour améliorer le renseignement préalable d'une manifestation? Alors, sur la formation, donc la formation touche dans un premier temps les préfets, c'est-à-dire tous les préfets qui sont nouvellement nommés débutent leur formation. Et vous voyez, par exemple, la semaine dernière, nous avons un préfet qui a été nommé dans le Morbihan. Il part, avant sa prise de poste, en immersion à la préfecture de Rennes. On a pris cette préfecture parce que c'est une préfecture de zone, et ensuite nous avons des mouvements importants, des événements de manifestation. Ensuite, ce préfet, comme les autres préfets, vont suivre une formation continue maintenant. Et dans cette formation continue, nous aurons des modules à la fois ordre public et à la fois renseignement territorial. Nous allons, il y a 101 préfets qui sont programmés, vous voyez déjà, dont 10 à 15 nouveaux chaque année. Ensuite, il faut s'intéresser, parce que dans une préfecture, celui qui au quotidien a le lien et le réceptacle des services de sécurité, c'est le directeur de cabinet. Donc, les directeurs de cabinet vont faire l'objet, et c'est parti d'une formation. Il y avait une formation de 2 jours et demi avant. C'est passé à 3 semaines. Dans ces 3 semaines, il y a formation théorique 1 semaine, et 2 semaines, alors préfecture, force de police, force de gendarmerie. Donc ça, c'est les magistrats. Quand je fais mon point avec le ministre, et quand j'ai dit il faut judiciariser l'ordre public, ça veut dire que le procureur, les procureurs doivent aussi mieux connaître les problèmes de voie publique et de manifestation d'ordre public. Pour ça que nous avons, avec l'Institut national des hautes études de sécurité intérieure et justice, mis en place un programme commun.
Donc ce programme est arrêté et ce programme débute avant cet été. Le cursus scolaire sur l'ordre public, que ce soit en matière de police et de gendarmerie, il est présent. La France a toujours été une référence pour le maintien de l'ordre et dans toutes nos scolarités, formation initiale, formation continue, nous avons un volet très important dans ce domaine. Sur le maintien de l'ordre à Paris. Bon, Paris, moyenne, 13-14 manifestations par jour. Manifestations déclarées, ou quelquefois, de plus en plus, manifestations non déclarées. Donc il y a un travail qui est fait par des spécialistes, avec les unités mobiles GM ou CRS et les unités de la préfecture de police, que sont les compagnies d'intervention de la DOPC, qui ont une très bonne formation. Alors il est évident que à la fois la topographie de Paris, le maillage de vidéos permet une réaction très rapide, hein, mais d'un autre côté, Paris, siège des institutions, demande à ce que le maintien d'ordre soit traité d'une façon très, très, très rigoureuse. L'autorité civile, les instructions de l'autorité civile, je le répète, elles sont claires si le travail est préparé et si, au cours d'une réunion, le préfet, dans un premier temps, après avoir eu la connaissance générale, à la fois amenée par les services de renseignement, les organisateurs, les responsables des unités mobiles, lorsque tout ce point est fait, les instructions, et c'est le rôle du renforcement et de l'amélioration de cette formation, les instructions doivent être claires, précises. Elles peuvent être réévaluées au cours de l'événement, mais elles doivent être claires, précises. Sur la loi sur le renseignement, je le disais tout à l'heure, nous avons des manifestations, des manifestants pacifiques, hein, et ensuite nous en avons d'autres qui viennent là ou pour casser ou pour provoquer de sérieux problèmes aux organisateurs aussi. Donc là, nous sommes plus dans le milieu fermé. Et les techniques doivent être là pour pouvoir aussi devancer des infractions très graves à l'ordre public, parce que ce sont des comportements qui sont là pour déstabiliser l'État. Voilà, monsieur le député. Merci. D'autres interventions, monsieur le rapporteur? Oui, monsieur le préfet, dans le cadre de nos travaux et donc en auditionnant certaines personnes, mais également quand nous nous sommes rendus à Lunebourg en Allemagne, on nous dit que la conception française du maintien de l'ordre, qui a fait ses preuves et qui a ses principes, mais pourrait s'ouvrir davantage aux sciences sociales, comme c'est le cas à l'étranger. Je vous dis, quand nous sommes allés à Lunebourg, il y avait le chef de la police, il y avait son adjoint, il y avait celui qui s'occupe de la voie publique, mais il y avait un sociologue qui dirige un service. Par exemple, pour envisager de moderniser le concept qu'on a sur le comportement des foules, sur l'évolution des moyens sociaux. On n'est pas dans le renseignement, là. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cet élément? Et puis peut-être, comme ça vous permet d'y réfléchir, mais une toute autre question, mais qui va faire débat dans notre commission. Donc je préfère à chaque fois la poser et avoir l'opinion des uns et des autres. C'est la question de l'emploi d'un certain nombre de moyens de force, et je pense au flashball et je pense aux lanceurs de balles de défense. Je dis bien les deux, puisque les uns sont en dotation dans les unités de maintien de l'ordre, les autres non. Mais enfin, de tout ce qu'on a pu recueillir comme avis, il semble quand même que ce soit essentiellement une question de sémantique.
Or, disons, les véritables problèmes rencontrés à l'issue de manifestations en termes de blessures graves sont souvent le fait de l'emploi de ces outils dont certains nous disent que finalement ils sont en contradiction avec la doctrine du maintien de l'ordre français, qui est la mise à distance, qui est l'absence de contact et qui est le traitement d'une foule dans sa globalité, alors qu'un lanceur de balles de défense est un outil qui va, enfin, ou une arme, qui va directement aller en direction d'une personne. Donc je voulais recueillir votre point de vue là-dessus. Ne voyez dans ma question aucun parti pris et aucune idée arrêtée à ce stade. Quels que soient les gens que nous recevons, il arrive au rapporteur de devoir se faire l'avocat du diable. Monsieur le rapporteur, donc sur les sociologues présents dans la préparation, le préfet est libre de faire venir qui il souhaite pour la préparation d'un événement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le groupe de travail sur l'évolution de la doctrine qui est en route actuellement avec les forces de police et de gendarmerie, nous avons dans ce groupe des sociologues, des universitaires qui réfléchissent avec nous sur la nouvelle doctrine. Donc, les sociologues sont présents et nous tenons à ce qu'ils restent à nos côtés pour ce travail, pour faire évoluer la doctrine. Sur les différents moyens, bon, le maintien de l'ordre français, c'est vrai, tenir à distance le plus possible les manifestants. Alors, les tenir à distance, lorsque tout se passe selon la préparation, c'est fort simple. Mais là encore, nous avons souvent des gens qui sont là justement pour pousser au débordement. Et lorsqu'on parle de grenades lacrymogènes, c'est justement pour maintenir toujours à distance les forces de l'ordre et les manifestants. Donc, cette utilisation, elle est nécessaire dans certains cas et dans quelque chose de réglementé. On ne doit pas utiliser les grenades lacrymogènes sans que, si vous voulez, les éléments le nécessitent vraiment. Donc, vous savez que le ministre a donné des instructions précises, même sur les lancements de grenades lacrymogènes instantanées. Donc, ensuite, sur le lanceur de balles de défense, là, il y a un cadre très précis sur l'utilisation. Si ce cadre est respecté, on ne doit pas avoir de problème. Mais, si vous voulez, là, on est vraiment lorsque le policier se sent menacé. Donc, le lanceur de balles de défense demande, et c'est prévu, à ce qu'il soit engagé véritablement dans un cadre très précis. Merci. Chers collègues, d'autres interventions, d'autres questions? Monsieur le rapporteur? Non? Écoutez, monsieur le préfet, merci d'avoir pris le temps de venir répondre aux questions de cette commission d'enquête, de l'éclairage dû à votre longue expérience dans de multiples postes de plusieurs côtés de la barrière. Donc, merci à vous et je ne doute pas que vos propos et les réponses aux questions nourriront les réflexions des membres de la commission et des propositions qu'effectuera le rapporteur. Merci à vous, monsieur le préfet. Merci à vous. Merci.